Bonjour Eric. Bonjour Thomas. Alors je sais que tu es naturopathe et spécialiste en nutrition depuis à peu près 24 ans, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et en fait aujourd'hui j'aurais voulu profiter de cette petite interview pour qu'on élabore ensemble un petit peu, que tu nous parles un petit peu justement de l'alimentation ou des régimes comme le régime omnivore par exemple, si tu as quelque Voilà, chose. ok. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que, un peu comme je te le disais tout à l'heure, un peu comme quelqu'un qui apprendrait l'alphabet pour pouvoir s'exprimer, qui aurait besoin de connaître tout l'alphabet de A à Z, que ça soit d'ailleurs pour le langage courant ou bien que ça soit le solfège pour la musique, on a toujours besoin de connaître les bases. Et quand on connaît les bases, ensuite on devient autonome. Et en fait, c'est un peu l'idée que je propose aujourd'hui, c'est qu'on s'intéresse aux éléments clés qui fondent une alimentation. Et ensuite, quand on maîtrise ces éléments, ensuite on peut s'intéresser à tous les régimes, omnivores, végétalien, crudivore, végan, tout ce qu'on veut. Mais si on ne maîtrise pas les bases et qu'on s'engouffre dans des régimes par idéologie ou par conviction sans maîtriser certains éléments, on peut se fourvoyer et mettre sa santé en danger. Alors, comme tu l'as proposé, on va parler du régime omnivore. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur des régimes, mais ce qui est intéressant dans le régime omnivore, c'est que déjà ça représente la grande majorité de nos contemporains, sans jugement, c'est objectif. Et puis, on sait que c'est un régime qui n'est pas du tout exclusif, puisqu'au contraire, il inclut toutes les classes alimentaires avec toutes sortes d'aliments, et avec des avantages et des inconvénients, certes, mais c'est intéressant, comme tu l'as proposé, qu'on le mette en exergue comme, pas comme référence, mais comme point de départ. Ouais, complètement. Alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de classe alimentaire, il y a les grandes classes alimentaires, qui sont les protéines, les glucides, les lipides, et j'aime bien rajouter une classe qui pour moi est... Enfin, normalement, c'est pas une classe, mais moi, je la considère comme une classe, les crudités, fruits et légumes. Voilà. Pour moi, ça représente une classe à part entière, tellement c'est important. Je sais que dans l'esprit des nutritionnistes classiques, on va parler des protéines, des glucides, lipides, et on va inclure les fruits et les légumes à l'intérieur de ces classes. Pour moi, c'est tellement important que je la considère comme une classe à part entière. Voilà. D'accord. Okay. Les protéines, en fait, c'est les éléments constructeurs. Il faut savoir que dans toutes les cellules, il y a des acides aminés. Alors évidemment, je ne vais pas faire un cours, je vais proposer ça de manière assez superficielle, mais ça reste quand même intéressant. Alors les protéines, c'est, comme le disait André Pazbeck, qui était un hygiéniste et qui a été un de mes professeurs, les protéines, c'est les briques de l'organisme. C'est un peu comme on veut faire une maison, on va se servir de briques pour monter les murs. Et bien en fait, les acides aminés, les protéines, constituent les briques, le fondement de toutes les cellules. Ensuite, les glucides, c'est essentiellement une source énergétique. Bien sûr que ça peut avoir d'autres rôles, mais c'est essentiellement une source énergétique. Les lipides, alors les lipides sont aussi une source énergétique, mais peuvent avoir des actions très intéressantes, comme des actions hormonales, des actions de plasticité au niveau de la peau. Donc en fait, les lipides ont une action intéressante à ce niveau-là. Et ensuite, donc on a vu les protéines, les glucides, les lipides et les crudités, les fruits et légumes. Alors les crudités, les fruits et légumes sont intéressantes pour les nutriments qu'ils apportent, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Ce qui ne veut pas dire que les autres classes alimentaires n'en apportent pas, mais ils en apportent beaucoup plus, et c'est leur rôle fondamental. Des vitamines, des minéraux, des enzymes, des oligo-éléments, des bioflavonoïdes, des anthocyanes, etc. Donc toutes sortes de molécules qui vont avoir un rôle capital dans l'équilibre nutritionnel et pour favoriser tous les processus de santé. D'accord. Ok. Ouais. Voilà. Mais justement, avec cette... donc ça, c'est une base, en fait. Oui. Mais il doit y avoir certainement
je dirais quand même des incompréhensions ou des choses qui sont mal vues et mal faites, entre guillemets, parce qu'on voit bien que même avec un régime omnivore, on peut aller vers les maladies aujourd'hui. Enfin, il y a un bon rapport entre les maladies et l'alimentation aujourd'hui. Donc, Voilà. Alors, cette question est importante dans le sens que très souvent, dans l'esprit des nutritionnistes, et je ne citerai pas de nom, à partir du moment où l'on dit qu'un régime est équilibré, c'est synonyme de santé. Ben, c'est complètement faux. Parce qu'un régime équilibré, ça sous-entend que toutes les classes alimentaires sont présentes. Ça veut dire que dans le repas, on va consommer des protéines, des glucides, des lipides et une quantité de fruits et de légumes, en principe. Donc, dans l'esprit des gens, repas équilibré égale santé. Ça veut dire que si j'ai bien compris cette logique, dès que mon repas est équilibré, c'est-à-dire dès que toutes les classes alimentaires sont représentées, j'aurai forcément la santé. C'est ce qu'on nous fait croire, ou ce qui est suggéré en tout cas, mais en tout cas, ce n'est pas la réalité. Parce que si, par exemple, on s'intéresse au menu fast-food, et c'est vrai que j'ai même entendu des spécialistes de santé dire que les menus fast-food étaient favorables pour la santé parce qu'ils étaient équilibrés. Eh bien, c'est une grossière erreur parce que c'est vrai que, vu de loin, sans être trop exigeant, on pourrait penser que les menus fast-food sont équilibrés parce que toutes les classes sont présentes. En effet, les protéines sont représentées par de la viande ou du poulet. Ensuite, les lipides sont représentés par une sauce ou des corps gras. Les glucides sont représentés par les frites et par le pain qui constitue le sandwich. Et les crudités, là on est dans la caricature, une feuille de salade et un bout de tomate. Et après on vient nous dire, c'est un repas équilibré, donc vous aurez la santé. Et en fait, c'est exactement comme si j'achète par exemple une belle automobile, et les gens qui mettent de l'argent dans les voitures, ils savent que c'est vraiment important de mettre de la bonne essence ou du bon gasoil selon les moteurs, et de la bonne huile. Et là, quand je dis de la bonne essence, ou du bon gasoil ou de la bonne huile, on est vraiment dans une notion qualitative. Eh bien, quand il s'agit d'alimentation, c'est quand même bizarre, on n'a plus du tout ce réflexe. C'est-à-dire qu'en fait, on va se contenter de dire « Ah, il y a des protéines, des lipides, des glucides et des crudités, le repas est équilibré, donc ça y est, il n'y a plus rien à dire, tout est bon. » Non, on peut avoir des protéines qui sont toxiques, on peut avoir des lipides qui sont toxiques, on peut avoir des glucides qui sont toxiques, et on peut avoir des fruits et des légumes qui sont juste un simulacre, et puis qui sont vides sur le plan nutritif, plein d'OGM, enfin, on va pas rentrer dans les détails, mais la notion de qualité dans les fruits et légumes est importante aussi. Il faut qu'elle soit exempte de pesticides, d'herbicides, etc. Donc en fait, on ne peut pas parler de santé si la notion de qualité n'est pas présente. Alors, je ne dis pas que la notion d'équilibre alimentaire n'est pas importante, elle est importante, en effet, puisque on peut aussi manger bio de très bonne qualité, et si on exclut certaines classes alimentaires, on aura des problèmes de santé. En fait, ce qu'il faut conjuguer, c'est les classes alimentaires, donc un repas équilibré, avec les notions de qualité. Évidemment que quand on s'intéresse à la notion de qualité, ça fait grincer des dents, parce que ça remet en cause tout un pan de l'industrie agroalimentaire. Mais en fait, si on veut être intègre et juste dans son raisonnement, on est obligé de passer par cette notion de qualité. Et c'est vrai que cette notion de qualité est souvent oubliée dans les conseils de spécialistes de la santé officielle, on va dire. Voilà. Enfin, je critique pas. Il y a des nutritionnistes qui font très bien leur métier, qui incluent cette notion de qualité, et puis d'autres qui l'oublient pour je ne sais quelle raison. Voilà. Non, parce que c'est vrai, moi je remarque quand même beaucoup qu'on on vise tout sur ce qu'on doit avoir, les quantités, on a tout chiffré, super, c'est bien, mais on regarde jamais trop du côté assimilatif, quoi, en fait. On regarde pas ce qu'on est capable ou non d'assimiler, ou moins, Alors, comme tu le dis, c'est là où on voit qu'est-ce que tu entends par assimilation? Qu'est-ce que le corps il est capable d'assimiler, c'est les intestins ils sont capables d'assimiler ou non. Là, tu parles par rapport à des notions individuelles ou qualitatives? Des notions individuelles, justement.
Parce qu'on nous montre, tu sais, on nous dit que voilà, il nous faudrait tant et tant de grammes de ci ou de ça ou de ça, alors que on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes besoins et la capacité d'assimilation n'est pas la même, je pense. Enfin, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que dans un premier temps, on doit s'intéresser, quel que soit l'âge de la personne, on doit s'intéresser à l'équilibre alimentaire, on doit s'intéresser à la quantité, et après, je suis complètement d'accord avec toi, il faut s'intéresser à l'individu. S'intéresser à l'individu, ça veut dire qu'on va prendre en compte les notions de poids. Évidemment qu'un bûcheron en pleine activité va avoir besoin de plus de calories qu'un homme de 50 ou 60 ans qui est sédentaire. Un enfant en pleine croissance a besoin d'un peu plus de certaines classes alimentaires, mais légèrement plus d'ailleurs. En général, les différences ne sont pas énormes, mais c'est vrai que, comme tu le dis, il faut savoir adapter certaines quantités en fonction de la personne. Mais ce qui est intéressant dans ta question, c'est que ça suggère une autre notion, la notion de terrain. Le terrain, c'est, pour que ça soit plus clair, quand on parle du terrain chez un agriculteur, on sait qu'il y a des terres qui sont favorables pour certains arbres, pour certains fruitiers, pour certaines plantes, et d'autres qui leur sont défavorables. On va parler d'une terre plutôt acide, une terre plutôt alcalinisante. Il y a certains terrains, nous tous, en fin de compte, on a des spécificités qui font que certains vont être plus sensibles aux acides. Certains vont, par exemple, avoir une intolérance aux produits laitiers, une intolérance au gluten. En fait, ce sont toutes sortes de particularités qui doivent être prises en compte si on veut optimiser les conseils que l'on donne à une personne. Dans un premier temps, par exemple, dans cette vidéo, là, on ne fait pas du cas par cas. C'est-à-dire qu'on va donner des conseils à un ensemble très important de personnes. Donc, c'est pour ça qu'on reste dans un schéma assez large, mais qui n'est pas très détaillé. Par contre, si j'avais à conseiller une personne, par exemple, si j'avais à te conseiller, alors là, j'aurais une discussion avec toi pour connaître tes antécédents sur le plan de la santé, si tu as une fragilité, si tu as une intolérance, si tu as une allergie. Ensuite, je t'écouterai par rapport à tes goûts et en tenant compte de ton activité, de tes troubles de santé, de tes faiblesses, de tes points forts, là, je commencerai par rapport à tous les paramètres que je viens d'évoquer, je commencerai à élaborer des conseils qui tiendront compte de la trame que je viens d'évoquer, mais aussi des particularités que présente ta situation aujourd'hui, au moment où tu m'interroges. Voilà. Ouais, parce que la santé, ce n'est pas que l'alimentation, quoi. Ça englobe tellement de choses, quoi. Exactement. Il y a d'autres facteurs de santé. Et si tu es d'accord, on pourrait faire aussi dans cette vidéo le lien aujourd'hui qu'il y a entre la santé et les maladies. Ouais, complètement. Ouais, ce serait bien d'aborder ça. Ouais. Voilà. En fait, aujourd'hui, puisque tu m'as demandé de partir sur le régime omnivore qui, en fin de compte, n'exclut aucun aliment, puisque les omnivores sont caractérisés par le fait qu'ils consomment de la viande, ils consomment des produits laitiers, ils consomment des céréales, gluten, pas gluten, enfin, voilà. Là, on est dans un schéma omnivore le plus large possible. Ouais. Alors là, il n'est pas question de juger, puisque pour le moment, on est dans une première vidéo. Après, on pourra rentrer dans les détails sur d'autres vidéos et parler de la viande, parler de ce qu'elle peut engendrer, etc. Mais ce n'est pas le cadre de la vidéo d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de faire le lien aujourd'hui avec l'état de santé de la majorité d'entre nous et les régimes, quels qu'ils soient, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une dominante sur le régime omnivore quand on regarde la population globale. Ce qui se passe, c'est que moi, j'ai regardé, pour des études que je fais actuellement, j'ai regardé des chiffres et j'ai été ahuri. Pourtant, franchement, je suis quelqu'un qui est avisé dans le sens que c'est mon métier, donc je lis et je me documente sur la nutrition tous les jours. Mais en fait, je n'avais pas de notion très précise des chiffres que représente la santé aujourd'hui. Voilà. Et donc j'ai découvert des chiffres incroyables. J'ai des chiffres récents qui sortent d'un livre du professeur Dominique Belpomme, Comment naissent les maladies, que je propose d'ailleurs, qui est un livre excellent. Et comme il est médecin, il a la possibilité d'avoir les chiffres qui sortent de la sécurité sociale. Ah, d'accord. Donc de l'assurance maladie.
Donc c'est des chiffres qui sont d'une pertinence très intéressante puisque c'est des chiffres très actuels. Et je ne savais pas que aujourd'hui, un Français sur 3 est atteint de cancer et un Français sur 4 en meurt. Ce sont des chiffres incroyables. J'ai découvert d'autres chiffres concernant les maladies cardiovasculaires qui en 2020, d'après l'OMS, sur le plan européen ou même sur le plan mondial, les maladies cardiovasculaires occupent aujourd'hui la première cause de mortalité, et dans quelques années, on pense que c'est le cancer qui prendra le devant. Mais aujourd'hui, entre les maladies cardiovasculaires, entre les maladies et les cancers, c'est quasiment une personne sur 2 qui est atteinte. Parce qu'en fait, quand c'est pas les cancers, c'est un problème cardiovasculaire. Quand c'est pas un problème cardiovasculaire, c'est de la cellulite, c'est de l'obésité. En fait, c'est des chiffres qui sont effarants. Et en fait, et j'ai découvert un autre chiffre intéressant qui provient de la revue Sens Avenir, si je ne me trompe pas, et qui a été cité aussi dans ce livre. C'est que l'espérance de vie qu'on nous montrait comme un argument, comme quoi la santé s'améliore depuis des décennies, en fait, depuis quelques années, il y a une régression de l'espérance de vie pour chacun d'entre nous. Et donc, et puis on voit que la santé des jeunes est en train en termes de chiffres, de s'altérer, puisqu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont atteints de maladies graves. Donc en fait, là, on n'est pas dans de l'interprétation, on est dans des chiffres, des statistiques froides, brutes, et qui donnent à réfléchir, parce que on peut être dans une ambiance, on peut être dans un sentiment de sécurité en se disant qu'un cas, la santé s'améliore. Et bien globalement, c'est peut-être triste à dire, mais en 2016, la santé globale des gens sur Terre et en Europe et en France n'est pas en train de s'améliorer, mais plutôt en train de se dégrader. Je sais que ce que je dis là va en surprendre plus d'un. Moi, ce que je propose, c'est que les personnes qui sont sceptiques se renseignent, en l'occurrence en lisant ce livre, ou bien en faisant des recherches sur Internet, et c'est ahurissant. Alors, ensuite, on peut se demander comment ça se fait aujourd'hui que d'un côté, la médecine officielle a fait des pas gigantesques. On dispose aujourd'hui de techniques comme le PET scan, comme toutes sortes de techniques qui permettent de faire des diagnostics au niveau du cerveau, de rentrer au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN, au niveau du noyau. On peut faire des images cérébrales, on peut faire des choses fantastiques. Et je pense que de ce côté-là, la médecine a fait un bond formidable. On est capable de faire une opération à cœur ouvert, on est capable de sauver des gens. La médecine d'urgence a fait des progrès fantastiques, il faut le reconnaître. Et à côté de ça, la médecine classique, c'est-à-dire la médecine du médecin généraliste qui reçoit les patients tous les jours, et donc le médecin généraliste qui sont des gens qui sont très altruistes pour leur grande majorité et qui font très bien leur travail, eux-mêmes le disent. Les maladies chroniques et les maladies aiguës ont une forte tendance à progresser, ainsi que les pathologies dégénératives. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Alors, je dis pas, en l'occurrence, et surtout quand on lit le livre du du professeur Dominique Bellepomme, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que la nutrition qui est en cause. Il y a d'autres facteurs, les facteurs liés à la pollution atmosphérique, les facteurs liés à la pollution de l'eau, aux ondes électromagnétiques, à l'utilisation abusive des téléphones, des ordinateurs, etc. Ça, c'est vrai. Mais en ce qui concerne la nutrition, puisque c'est plutôt l'objet de cette interview, la nutrition aujourd'hui, de toute manière, est impactée, puisqu'on ne peut pas avoir une nutrition non impactée si l'eau est frelatée, si l'air est frelaté, et si elle est pleine de pesticides, d'herbicides. Et en plus de ça, sans parler d'injonctions d'additifs alimentaires, etc. Donc aujourd'hui, en effet, pour moi, qui me suis spécialisé en nutrition depuis des années et qui voit quand même assez de monde pour me faire une image assez juste de la réalité,
Je pense que la nutrition a un rôle fondamental et un rôle important dans les résultats et dans les chiffres que j'ai annoncés par rapport à la hausse des maladies en règle générale et à la baisse de l'espérance de vie. Et quand on s'intéresse vraiment à la qualité nutritionnelle, et c'est ça en fin de compte, la clé, elle n'est pas dans l'équilibre alimentaire. Bien sûr qu'il y a des gens qui ne respectent pas du tout l'équilibre alimentaire, et je ne crois pas que c'est la majorité d'entre nous. La majorité d'entre nous, on fait un petit effort quand même pour avoir des glucides, des lipides, des protéines. C'est essentiellement pour moi un problème qualitatif. Et ce problème qualitatif, c'est s'intéresser à la qualité des corps gras que l'on consomme, à la qualité des sucres que l'on consomme, à la qualité des sucres et des lipides que l'on consomme, et puis aux fruits et aux légumes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les menus fast-food sont intéressants parce que même si tous les Français ne vont pas chez les fast-food, ne vont pas dans les fast-food pour se nourrir, en tout cas la jeunesse le prend comme une référence, et que cet exemple ensuite, l'exemple des menus fast-food, va avoir un impact dans le choix que les jeunes vont faire pour composer leur menu, qu'ils soient à l'extérieur de chez eux ou chez eux directement. Et donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, si on ne s'intéresse pas à la qualité nutritionnelle, et je dis bien qu'il ne s'agit pas que des fast-food, quand on va dans un supermarché et qu'on achète tout et n'importe quoi sans s'intéresser à la qualité des aliments, eh bien, je suis désolé, on ne pourra pas avoir la santé au rendez-vous. Donc en fait, si j'avais à conclure cette petite vidéo que j'ai faite avec toi, aujourd'hui, si on souhaite améliorer sa santé, si on souhaite ne faire pas partie des statistiques incroyables que j'ai citées, eh bien, il faut s'intéresser à tous les facteurs de santé, dont la nutrition. Et en ce qui concerne la nutrition, s'intéresser bien sûr à la notion d'équilibre alimentaire, conjuguée avec la notion de qualité. Alors, bon, je vais quand même dire en deux mots ce que c'est la qualité. Quand il s'agit des protéines, alors, on a dit que pour le moment, on n'était pas exclusif. Donc, en ce qui concerne les protéines, elles peuvent être représentées par de la viande pour les omnivores, par du poisson, par du fromage, par des œufs. Ensuite, les glucides pourraient être représentés par des céréales ou des féculents comme des pommes de terre. Ensuite, les céréales, ça peut être le blé, l'avoine, le seigle, l'orge, le quinoa, le sarrasin. Après, évidemment, si on est intolérant au gluten ou quoi, on pourra faire des exclusions. Les lipides seront représentés soit par des oléagineux, comme les amandes, les noisettes, les pistaches, et par la consommation éventuellement d'huile de manière assez régulière, pour ceux qui préfèrent, ou qui veulent faire les huiles et les oléagineux en même temps, par exemple de l'huile de noix, de l'huile de colza, de l'huile d'olive. Bon, bien sûr qu'il faut faire un équilibre entre les oméga 3, oméga 6, oméga 9, mais par exemple une huile que je trouve qui est assez bien équilibrée, c'est l'huile de noix, qui est assez bien équilibrée. Ensuite, si on veut rentrer de manière plus spécifique dans les oméga 3, on peut utiliser de l'huile de lin, de périlla, etc. Mais en fait, que ça soit pour les protéines, pour les glucides ou pour les lipides, la notion de qualité est essentielle. Alors, ça voudra dire que, par exemple, pour les huiles, il faudra demander et rechercher que des huiles de première pression à froid, vierges et biologiques. Voilà. Pour les glucides, il faudra que ce soit des glucides d'indice glycémique peu élevé, c'est-à-dire des céréales complètes ou semi-complètes qui n'ont pas subi un raffinage. Et pour ce qui est des protéines, éviter évidemment le poisson, la viande, les œufs, le fromage d'origine industrielle. Préférer plutôt l'alimentation biologique, même si elle n'est pas parfaite, elle présente quand même un intérêt. Au moins local et de saison. Et ensuite, même si on mange bio, on peut aussi avoir des troubles de santé si on ne respecte pas les notions de cuisson. Les aliments grillés, les aliments trop cuits, les aliments frits occasionnent des molécules toxiques pour l'organisme, telles que les molécules de Maillard, l'acrylamide, les phénomènes de glycation, qui sont d'une toxicité redoutable pour l'organisme. En fait, ces molécules n'ont pas d'enzymes dans l'organisme qui sont capables de les neutraliser,
Du coup, elles rentrent dans la cellule, même dans le noyau, et arrivent à provoquer la dégénérescence cellulaire. Donc, les modes de cuisson sont très importants à prendre en compte. Voilà, enfin, je ne sais pas si... après, on pourrait parler de l'eau, on peut parler du vin, on pourrait parler d'autres éléments, mais grosso modo, voilà, dans cette vidéo, ce que je voulais faire avec toi, c'est mettre l'accent sur les notions d'équilibre alimentaire, la notion de qualité, et après, évidemment, se documenter et adapter son régime alimentaire à ses spécificités par rapport à des particularités qui nous sont propres en fonction de l'âge, du niveau de santé, du niveau d'activité, etc. Voilà. D'accord. Et justement, pour essayer de faire une toute petite synthèse, si par exemple une personne voit cette vidéo et puis aimerait justement prendre conscience des éléments qui peuvent perturber sa santé et aimerait changer par lui-même, qu'est-ce que tu conseillerais globalement de commencer par faire quoi? Des renseignements, se renseigner déjà dans un premier temps peut-être? C'est une personne qui aurait des troubles de santé? Oui, ou pas, hein, qui a juste envie de changer de mode alimentaire pour sa santé, quoi. Voilà. Moi, je pense que la première des choses à faire quand on s'intéresse à sa santé, c'est se documenter pour avoir assez d'éléments, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, pour devenir autonome. Tant qu'on manque de base, on est obligé de demander l'avis aux uns et aux autres. Et chaque personne, même une personne qui est bien, qui a une bonne culture et qui, dans ce domaine-là, et qui est le plus objectif possible, peut malgré tout se laisser influencer par des notions personnelles, par des envies, par des habitudes, par des conditionnements. Donc en fait, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il faut se documenter, se cultiver. Et en fait, voilà, il faut commencer à s'intéresser à ce que c'est une protéine, un glucide, un lipide, s'intéresser sur les notions de qualité, comment sont produits tous ces aliments. Et ensuite, quand on maîtrise ces paramètres, là, on peut ensuite avoir un peu plus d'autonomie pour choisir son régime alimentaire. Est-ce qu'on veut devenir omnivore? Est-ce qu'on veut devenir végétarien, supprimer les produits animaux pour des raisons de santé, pour des raisons éthiques? Après, il y a encore d'autres régimes, comme le régime végétalien, qui exclut les sous-produits animaux, ou bien les végans, ou bien ensuite il y a les crudivores. Alors les crudivores peuvent être omnivores. Quand on est omnivore, en fait, quand on est crudivore, ça veut dire qu'on mange tous les aliments mais sous la forme crue. Mais après, on peut être un crudivore omnivore, crudivore végan, crudivore végétalien. Donc c'est encore des régimes alimentaires qui demandent des connaissances, parce que tout le monde ne peut pas devenir crudivore. Tout le monde, à l'instant T, ne peut pas du jour au lendemain devenir végan ou végétalien à cause d'une flore intestinale qui n'est pas forcément propre, capable d'assimiler, puisqu'on sait qu'une personne qui est omnivore a une flore intestinale qui lui est spécifique. Un végétarien a une flore intestinale qui lui est spécifique, un crudivore aussi, parce que en fin de compte, la flore intestinale se régénère en fonction de la nature des aliments. Donc si on est plutôt avec des protéines animales, on aura des enzymes qui sont spécifiques pour digérer ces aliments. Donc on ne peut pas changer d'un mode alimentaire du jour au lendemain, parce que les gens qui l'ont fait, certains malheureusement ont des désillusions parce que leur corps n'a pas pu s'adapter aussi vite qu'ils le pensaient. Ouais, complètement. Donc, et puis en plus de ça, il peut y avoir des problèmes physiologiques. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en tout cas, quelqu'un qui veut s'autonomiser aujourd'hui, qui n'a pas de problème de santé, qui veut juste optimiser sa santé, dans un premier temps, prendre de l'information, ensuite voir, et par exemple, s'il veut optimiser son alimentation en tant qu'omnivore, c'est-à-dire n'exclure aucun aliment, c'est tout à fait possible et conseillé, parce que les omnivores font des erreurs. C'est évidemment qu'ils font des erreurs, autrement il n'y aurait pas tant de malades parmi eux. Et quelles sont les erreurs que peut faire un omnivore? C'est manger trop de viande, manger trop de produits laitiers, consommer des aliments raffinés, comme les huiles raffinées, les sucres raffinés, consommer trop d'alcool. Bon, l'alcool, tous les régimes peuvent en consommer. Mais voilà, on voit que à l'intérieur d'un régime, il peut y avoir des erreurs commises. Donc à partir du moment où on a un minimum d'informations,
qu'on sait qu'on a équilibré son régime alimentaire, c'est-à-dire que toutes les classes alimentaires sont représentées, et qu'en plus de ça, la notion de qualité est présente, et que la notion d'individualité, c'est-à-dire qu'on l'a adapté en fonction de ses paramètres, là on est dans une justesse qui va nous permettre petit à petit d'acquérir la santé si on ne l'avait pas, ou en tout cas de la maintenir si on l'avait déjà. Voilà. Moi, le seul conseil que je donnerais, c'est de s'informer pour s'autonomiser et être indépendant de Pierre-Paul Jacques. Voilà. Ouais, c'est ce que je pense. Et si par exemple, moi j'ai envie de rajouter, si par exemple, parce que moi je sais que je me suis beaucoup renseigné sur tout ça, et c'est quelque chose de très lourd, il faut du temps, il faut avoir envie. Et c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas la capacité ou pas l'envie, justement, se rediriger pardon, vers des naturopathes comme toi, par exemple. Pour ceux qui n'ont Après, pas. oui, après, naturopathe ou autre spécialiste de la nutrition, mais ce qui est important, c'est que, oui, dans un premier temps, les sources d'information aujourd'hui sont assez larges. On peut acheter des livres, on peut regarder des vidéos, on peut aller à des conférences, on peut aller à des stages, on peut aller voir un spécialiste de la santé qui va vous donner des conseils spécifiques par rapport à votre situation. Donc oui, à mon avis, c'est important de se faire aider. D'ailleurs, au départ, quand j'ai commencé ce métier, je me suis fait aider par des spécialistes. Après, on s'autonomise et on devient soi-même spécialiste. On n'a plus besoin de l'avis de Pierre-Paul Jacques. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est qu'on peut devenir un spécialiste un spécialiste entre guillemets, sans pour autant avoir une ambition professionnelle. Je vois un tas de jeunes et de moins jeunes sur Internet qui sont très compétents dans la nutrition, sans pour autant faire leur métier. Mais juste parce que ça les passionne, juste parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur permettait d'être autonomes dans la gestion de leur santé et dans la gestion de la santé de leurs proches. Et si ça peut éviter d'être atteint de certaines maladies et améliorer le confort de vie en termes de vitalité, de santé, moi je trouve que c'est une bonne démarche. Et en tout cas, je ne peux qu'encourager une telle démarche. Voilà. Ok, super Eric, je pense que franchement on a un bon contenu déjà. Voilà, très global, assez large, mais je pense que ça peut convenir à tout le monde au moins. Voilà, ce qu'on pourra envisager, puisque là, on s'était mis d'accord qu'on voulait faire une vidéo qui soit la plus large possible, la moins réductrice possible, c'est-à-dire commencer à rentrer dans les spécificités des régimes alimentaires. Ouais. Ça, on pourra le faire dans une prochaine vidéo, envisager de parler du régime végétarien, végan, crudivore, pourquoi pas, mais ce sont des régimes qui, à mon avis, demandent vraiment qu'on prenne le temps d'en parler, parce que il y a tellement de subtilité à l'intérieur de tous ces régimes que si on en avait parlé de manière superficielle, ça aurait été au détriment du message qu'on aurait pu faire passer. Voilà. C'est clair. Ben, je te remercie vraiment, Eric. C'était sympa à toi de m'accorder ce temps. Voilà. Et puis, bonne fin de journée à toi et à bientôt. Merci Thomas. Salut, Eric. Salut, au revoir.